Cette année, pour la première fois, se déroule à l'Institut des Régions Chaudes une formation dédiée à l'intégration de l'agriculture sensible à la nutrition. Cette formation sur l'agriculture sensible à la nutrition, elle est co-organisée par Montpellier Supagro, par le CIRAD, par Action contre la faim et en partenariat maintenant avec la FAO. Elle a lieu tous les ans, elle a lieu à Montpellier au sein de l'Institut des Régions Chaudes de Montpellier Supagro. Et elle fait intervenir un grand nombre d'intervenants de tout type, des ONG, des entreprises privées, des organisations internationales, la recherche, un ensemble d'acteurs comme ça très divers. Et elle accueille un public à la fois d'ingénieurs de spécialisation ou de masters de spécialisation qui s'intéressent aux questions d'alimentation durable, mais elle est aussi ouverte à la formation continue. L'idée de la participation d'ACF à cette formation, c'est d'abord d'accompagner un mouvement, puisqu'on voit que depuis une dizaine d'années, la problématique d'une agriculture sensible à la nutrition a émergé et commence à faire de plus en plus d'émules et à porter ses fruits sur le terrain. Et du coup, mettre en place une semaine de formation sur spécifiquement l'agriculture sensible à la nutrition, ça nous a semblé être une action intéressante pour accompagner ce mouvement. S'il semble évident que l'agriculture contribue à une bonne nutrition, il est crucial de faire évoluer les pratiques, les idées et la manière de penser les projets. Le sujet mêlant politique et technique et l'un ne pouvant avancer sans l'autre, quelle est aujourd'hui la situation entre agriculture et nutrition ? C'est un domaine qui a récemment reçu beaucoup plus d'attention que précédemment, heureusement. C'est un domaine où on est confronté à des nouveaux défis nutritionnels, dont notamment la multiplicité des formes de malnutrition qui coexistent. Donc il y a beaucoup de nouveaux enjeux, de nouvelles questions, et donc c'est work in progress. Dans les 5 dernières années, il y a une prise de conscience croissante dans le secteur agricole et de l'alimentation sur l'importance de mieux prendre en compte les objectifs nutritionnels, de s'approprier ces questions. Il y a eu d'abord, dans un premier temps, un besoin de démystifier ce que ça veut dire, de préciser qu'il s'agit bien de faire de l'agriculture, mais de la faire en pensant aux besoins nutritionnels des consommateurs, et donc en même temps de travailler sur la diversification, et ceci de façon durable, d'avoir des politiques et des programmes équitables qui touchent les populations les plus vulnérables. Donc il y a cette prise de conscience. Il y a aussi de plus en plus de volonté politique de prendre en compte la nutrition dans les programmes et les investissements agricoles. De grands acteurs tels que la Banque mondiale, le FIDA, l'Union européenne ont fait vraiment de la nutrition une priorité pour leurs investissements agricoles, ce qui est très positif. L'agriculture sensible à la nutrition est portée par un certain nombre de grands messages. Alors, quelles idées fortes faut-il retenir ? Les grandes idées fortes, ça va être justement qu'il n'y a pas de lien entre une augmentation de la production agricole dans un lieu précis et puis le fait que les populations soient bien alimentées dans cette même zone, voire même peut être souvent en totale contradiction. On peut avoir d'autres impacts négatifs qui sont des projets de développement agricole qui visent les hommes, parce que souvent on a considéré l'exploitation agricole avec un chef d'exploitation. Donc on a encouragé les hommes à adopter des nouvelles technologies. Ils ont bénéficié des innovations agricoles ou bien des nouvelles cultures, alors que les femmes n'en ont pas bénéficié. Et du coup, elles ont perdu un peu de leur rapport de force dans les ménages agricoles. Malgré une augmentation des revenus, malgré une augmentation de la production liée à l'agriculture, on a une dégradation du statut nutritionnel des femmes et des enfants qui ne bénéficient pas donc, de ces améliorations. Il y a ce lien entre agriculture qui a été encouragé sur certaines productions comme les céréales, sur la viande, et pas vers d'autres productions, vers d'autres systèmes plus diversifiés et qui contiendraient d'autres nutriments. Voilà, donc on s'est spécialisé dans des systèmes de production qui nous apportent une sorte d'aliments, donc essentiellement des calories, des protéines, et on a oublié toute la partie vitamines, minéraux qui sont indispensables à notre santé. On combine la fortification, la biofortification et la diversification, mais la diversification étant beaucoup plus complexe, c'est le parent pauvre. Et donc l'essentiel des moyens pour l'instant, y compris dans les initiatives de nutrition les plus récentes, comme le Scaling Up Nutrition, ont tendance à capter les fonds parce qu'on sait qu'on va résoudre des problèmes pour un certain nombre d'enfants ou de femmes dans le court terme. Et délaisser la diversification qui pourrait apporter un bénéfice à un secteur beaucoup plus large de la population et de manière beaucoup plus durable. Si des progrès ont été faits ces dernières années pour rendre l'agriculture plus sensible à la nutrition, il reste beaucoup à faire et il faut encore innover.
dit beaucoup qu'on n'a pas assez d'évidence sur les impacts nutritionnels des politiques et programmes agricoles. C'est vrai, on n'a pas assez de données, surtout parce qu'on ne les a pas collectées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien faire. On sait quand même assez sur la base de l'expérience ce qui marche dans certains contextes, des choses de base, comment diversifier, comment avoir des approches plus équitables, plus sensibles aux questions des femmes. Et là, il faut agir. Nous avons développé une approche des jardins de la santé qui vise la promotion du développement du maraîchage, mais pas uniquement, et qui intègre aussi des aspects de démonstration culinaire pour que les aliments qui soient produits soient consommés et utilisés de manière adéquate au niveau du ménage pour les différentes personnes présentes dans le ménage, donc avec des recettes qui sont adaptées à la fois aux nourrissons et aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. Dans les zones où on intervient, il y a 30%, généralement 30% des enfants de moins de 5 ans qui sont atteints de malnutrition chronique, donc qui ont un retard de croissance, une petite taille par rapport à leur âge. Face à ce constat, le GRET choisit, donc, parmi d'autres options, d'intervenir sur l'alimentation de compléments au lait maternel et donc d'améliorer la qualité de cette alimentation. Le GRET va choisir de travailler avec le secteur privé local pour développer des solutions innovantes, accessibles aux plus vulnérables et à ces groupes-là pour lutter contre la malnutrition. Donc en fait, le GRET va appuyer techniquement des entreprises locales à développer des produits qui répondent parfaitement aux besoins nutritionnels des jeunes enfants. On a commencé par mettre au point des outils avec d'autres, comme le CIRAD à Montpellier, qui nous ont permis, de comprendre quel était l'environnement et les enjeux autour de la nutrition et de la santé dans les pays dans lesquels on opère. Et ensuite, de façon un petit peu plus particulière, parce qu'on est passé au niveau de la famille, en mettant au point, notamment avec le CIRAD, des études qu'on appelle Food Style, qui sont des études sociologiques, anthropologiques, et qui permettent de comprendre comment, dans le cas de la nutrition infantile, la maman conçoit et exécute les repas qu'elle fait pour son enfant. Dans le cas du Brésil, par exemple, on a rénové toute une gamme de produits destinés aux enfants sur la base d'études qui nous ont montré qu'il y avait de fortes déficiences en vitamine D notamment, en zinc, pas de déficience en vitamine A. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur un produit assez populaire qui s'appelle le Danonino au Brésil, on a retiré la vitamine A et on a enrichi le produit en vitamine K, en vitamine D. Malgré le bien fondé de ce mouvement, comment convaincre les États, bailleurs de fonds et acteurs locaux de faire plus pour donner à leurs programmes agricoles de véritables objectifs nutritionnels? Comment convaincre un gouvernement de l'importance de la nutrition? Je crois qu'il faut se rendre compte que la nutrition a un poids économique, social et humain très fort. Un argument fort peut être de préciser aux hommes politiques qui investissent dans l'agriculture qu'un investissement, des millions sont investis dans l'agriculture. Et que parfois, avec des mesures simples, on peut orienter ces investissements de manière à ce qu'ils aient un plus fort impact sur le bien-être de leur population. C'est un effort qui vaut vraiment la peine d'être fait quand on voit les bénéfices en termes de santé, de productivité, d'éducation et donc à la fin en termes économiques aussi. Si certains œuvrent aujourd'hui à faire de ce mouvement une réalité, quels seront demain les défis à relever ? Il nous reste à faire nos preuves vraiment sur le terrain, à mettre en pratique dans le réel ces concepts, ces principes. Il y a un besoin de réviser en fait nos systèmes de suivi et évaluation et de commencer à vraiment mesurer, aller au-delà de la création de revenus, mais de comprendre comment le revenu est utilisé et comment aussi les populations et les différents membres du ménage mangent. Et donc ça, c'est tout un champ de nouveaux indicateurs qui vont devoir être appropriés par différents secteurs. Cette question de nutrition, qui n'est pas qu'un simple mot à rajouter à sécurité alimentaire, beaucoup plus complexe, qui nécessite un véritable objectif technique, politique et social. Ça fait 60 ans qu'on appuie un modèle de développement agricole qu'on a fait en Europe et qu'on a beaucoup vendu aussi dans les Suds et encouragé dans les Suds, qui est donc basé sur une agriculture qui consomme beaucoup d'intrants et donc qui gaspille les ressources, qui abîme les sols, qui pollue l'environnement, qui dévalorise le métier d'agriculteur. Et c'est quelque chose qui est assez révoltant. Et ça donne encore plus envie du coup de pousser pour le changement et pour des systèmes auxquels on croit plus ou qui portent aujourd'hui un statut alternatif. Malgré une volonté profonde de bon nombre de praticiens de favoriser une agriculture plus sensible à la nutrition,
il reste beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur le volet politique. Même s'il ne faut pas opposer le politique et le technique, on voit que le politique a aujourd'hui quand même une très grande importance sur la scène internationale, puisque c'est lui qui fixe l'agenda, c'est lui qui fixe les définitions, et c'est lui qui fixe aussi un certain nombre de budgets, de financement et d'orientation pour la suite. Je ne vais plus utiliser ce mot comme je le faisais avant, juste pour attirer des financements. Je pense que c'est un mot à beaucoup de contenu qui nécessite une pluridisciplinarité, qui nécessite aussi de voir tous les enjeux que cela peut impliquer. Et je pense aussi que c'est un mot qui est beaucoup plus politique qu'on le pense. Il faut être assez vigilant et essayer d'adapter à la fois nos systèmes agricoles, mais aussi nos systèmes alimentaires, tout ce qui est transformation, distribution, et prendre conscience de ces questions-là. Tout le monde n'a pas besoin d'être un expert en nutrition. Par contre, il faut arriver à mobiliser les bonnes expertises et à travailler ensemble. Il est très important que la volonté politique demeure, qu'on ait le temps d'apprendre et de petit à petit faire que la nutrition devienne une part naturelle du travail de ceux qui sont les professionnels de l'agriculture, mais aussi de toutes les étapes des filières agricoles et alimentaires, y compris la transformation, la vente, le marketing, etc. 4 jours de formation, 11 intervenants, 30 heures de cours. Toutes les informations sur ce programme sont disponibles sur le site internet du CIRAD, d'Agropolis et d'Action contre la faim.